toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'achète ici, j'attendrai donc que le cours vienne à moi, si je dois, si j'ai la nécessité de rajouter à mon long qui se trouve actuellement proche des 20 600 $, donc si ça devenait venir en dessous des 20 000 $, à ce moment-là, j'agirai sur ce marché, puisque je pense que la grande majorité d'entre nous, avec un N majuscule, perdrait réellement confiance en ce marché, qui ne fait strictement rien jusqu'à preuve du contraire. Donc je tourne la vidéo en fin de journée d'hier, puisque je ne serai pas là demain matin, donc ce matin même, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de volatilité, mais je doute qu'il y ait de la volatilité, puisqu'on a des clôtures d'options. On va parler également des bancaires, parce que une fraude entre 3 et 4 milliards par an sur le CamCam. On va regarder tout ça, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je suis personnellement plutôt investisseur et actuellement spectateur de ce marché. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur des plus petites time frames, ça fonctionne très bien. On utilise essentiellement les Fibonacci, le retracement Fibonacci, les extensions Fibonacci. Sur cette stratégie, c'est extrêmement facile et intuitif, complètement gratuite. N'hésitez pas à venir la récupérer. On est toujours sur le coup des divergences baissières, potentielles, divergence haussière cachée, potentielle. On attendra donc une résolution de cette petite contraction qui est également considérée comme un consensus actuellement dans d'énormes poches de liquidité qui se trouvent souvent sous les précédents supports, qui fait aussi office de résistance très proche des 30 000 $. C'est très intéressant de l'observer puisque on a remarqué quelque chose avec la communauté, et je l'ai partagé hier dans le Discord des rois du marché, c'est ceci. Je ne vais pas vous mettre sur cette time frame là, je vais aller sur autre chose, je vais faire 4 divisé par 4, comme ça ce sera peut-être un tout petit peu plus propre me semble-t-il. Ouais, c'est parfaitement propre, c'est génial. Ici vous vous rappelez, je vous avais mis BTC USD long sur Bitfinex. Bitfinex c'est plutôt considéré comme un échangeur de whales, de smart money, de très gros portefeuilles. Et ça faisait longtemps que je surveillais en fait ces ratios-là. Et ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, et ça latéralisait lorsqu'on avait vécu la fin de Terra Luna. Juste ici. Bon, on a construit du long dans toute la descente. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que si on avait continué après FTX de se dégrader, donc partir sur les 14 000, 12 000 $, puis 10 000 $, ce truc-là aurait continué à s'apprécier. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'ai généralement des très gros portefeuilles qui construisent des longues dans la durée. Ils ont des poches dites ou des finances dites illimitées. Ils ont des taux de liquidation ou des prix de liquidation qui sont extrêmement éloignés. On peut parler de 2 700 $, on peut parler de 1 238 $, on peut parler de 800 $ si vous voulez, sur le prix unitaire de Bitcoin. Tant que la liquidité afflue, ils peuvent rajouter à leur prix de liquidation en collatéralisant par rapport à d'autres choses. Ça peut être des bons du trésor, ça peut être des métaux précieux, ça peut être des commodities, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ils ont accès à de la liquidité, ces gens-là. Bien évidemment, ils ne mettent pas all-in sur un seul prix, ils construisent des longues dans la durée, et parfois ça peut durer très longtemps. Évidemment, ça coûte de l'argent. De faire des longues ou des shorts, ou en tout cas de prendre des contrats. Vous avez soit des contrats forward avec des primes, et vous perdez votre prime si ça vient à s'expirer, mais vous avez des contrats perpétuels, et là on est plutôt sur des contrats dits perpétuels, des longues et des shorts, et ils ont la possibilité de le garder très longtemps, puisque les frais, plus vous avez des gros portefeuilles, et plus vous avez des montants, si vous voulez, de transactions, moins vous payez de frais, et ça c'est très connu dans les échangeurs, partout dans le monde, bien évidemment. On ne va pas les citer, vous les connaissez très bien maintenant. Et on a vu en fait un décrochage assez significatif au niveau de ce ratio. Ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, il commence à distribuer. C'est intéressant. Et généralement, quand on commence à distribuer, ça ne veut pas dire que c'est baissier. C'est d'ailleurs tout le contraire. Généralement, ils ont créé des phases d'accumulation, donc une phase de réaccumulation. On peut d'ailleurs en voir du wake-off à l'indo si vous voulez. Je pense qu'on est d'ailleurs dans le wake-off. Certains d'ailleurs encadrent éventuellement une baisse relativement significative. On y reviendra très probablement tout au tard. Mais ces gens-là d'ailleurs prennent des profits. Voilà. Donc nous, on a pris des profits sur les 28 000 $. Donc on avait construit un angle précédemment. On a déjà pris des profits. J'en avais pris précédemment un tout petit peu avant, mais vous avez également des gens qui ont pris des profits de la communauté sur les 20 000 $. J'ai fait exactement la même chose, et eux aussi. Donc finalement, tout le monde va à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de liquidités. Pourquoi il y a beaucoup de liquidités? Parce qu'il y avait des poches complètement évidentes de vendeurs à découvert qui étaient positionnés là-dedans. Un vendeur à découvert est obligatoirement un achat futur au marché. Donc un vendeur à découvert, c'est finalement un acheteur futur, tout le temps. Un long, ou quand vous faites un achat sur les perpétuels, vous êtes obligatoirement, vous n'avez pas le choix, un vendeur futur. Tout ça, c'est très mécanique, c'est très binaire, et les marchés de toute manière sont binaires. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Pourquoi binaire? Parce que 80% en range, 20% en tendance. C'est binaire.
Ça ne fait pas que monter, ça ne fait pas que descendre. C'est du range et de la tendance, tout simplement, qui sont paramétrés par certains flux, plus ou moins haussiers, plus ou moins violents, plus ou moins tout ce que vous voulez, surtout dynamités par les émotions et par le sentiment, bien évidemment, humain. En sachant que 93% des ordres au marché sont généralement effectués par des robots traders. Faites attention par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a parfois tendance à dire que c'est complètement manipulé. Non, c'est pas forcément complètement manipulé, mais généralement le marché va chercher la liquidité de la majorité. Et généralement, là où elle se trouve, il y en a bien évidemment plus haut. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais on commence à voir donc une forme de décrochage par rapport à ces longues ici. Et généralement, c'est plutôt haussier. Regardez, je vais vous prendre le dernier exemple, c'était juste là. On avait commencé à... vous voyez ici, on prend des profits, on prend des profits, on prend des profits. Ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'ici. Derrière, vous avez le pullback et ça remonte, ça remonte. On reconstruit du long ici, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et dans la descente, on accentue. On continue à construire du long, on continue à construire du long, on continue... Et vous voyez que ça commence à plateau. On a à peu près le même phénomène d'ici. Donc on peut partir du principe que c'est un énorme pullback avec des signes noirs, etc. Certains pourront le dire. Et puis derrière, vous avez un retour vers la TH. Et vous avez un effondrement au niveau en fait de ces positions sur Bitfinex. Donc ils prennent des profits dans la montée. Ils poussent très fort avec de l'argent qu'ils ont à disposition pour prendre des profits dans les longues et généralement dans des clôtures de short qui sont en fait des ordres, des promesses de rachat au marché, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le cours ne bouge pas. Vous voyez, hein, ici d'ailleurs quand c'est très euphorique, quand ça part très très fort, quand la majorité est bearish, quand il y a beaucoup plus de vendeurs à découvert que d'acheteurs, c'est facile de faire pumper le cours, parce que beaucoup de vendeurs à découvert. Je pense on est probablement plus haussier ici que nous l'étions ici, hein, soyez complètement convaincus par rapport à ça, parce que ici la terre entière parlait de Dead Cat Bond. Actuellement on ne parle pas de Dead Cat Bond, hein, on n'en parle pas. Donc on peut partir du principe qu'au niveau du sentiment, on revient très largement dans le greed, donc dans, pas l'euphorie, mais dans l'optimisme. Hein, c'est peut-être un petit peu le mot qu'il faut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va obligatoirement monter? Absolument pas. Je veux juste dire que au niveau de ces clôtures de longues qui sont relativement massives, parce qu'on va encore une fois parler de plusieurs millions de dollars, voire dizaines de millions de dollars, et c'était absorbé par des vendeurs à découvert qui ont fait des rachats au marché, tout simplement. Donc ici, vous avez en fait capturé la liquidité. Vous avez des poches beaucoup plus hautes. Si le prix continue à s'apprécier, automatiquement ces longues vont continuer probablement à se déprécier. Ces gens-là prendront des profits. Dès lors, on peut partir du constat que ces grosses baleines, notamment sur Bitfinex, qui ont construit du long dans tout ce bear market, ou dans tout ce pullback, ou dans tout ce retracement caractérisé, très émotif, très douloureux, très tout ce que vous voulez, on commence à prendre, ça y est, des profits. Et on fait exactement la même chose. Et généralement, c'est plutôt haussier. On le voit très bien ici, ça se dégrade extrêmement fort au niveau des longues, et le cours pump très fort. Donc c'est réellement proportionnel par rapport à ce qu'on est en train d'observer. C'est clairement ce que j'attendais. Et généralement, quand vous avez ici des tops au niveau de ces constructions de longues, vous avez des bottoms sur le prix. Donc quand vous avez des tops au niveau, ou des tops, parce qu'on pouvait aussi le voir ici, je pense qu'ils ont eu peur puisqu'ils ne sont pas tant rajoutés ici, mais ils ont beaucoup accumulé de spots ici. Ils ont même plus touché aux longues, ils ont accumulé du spot. Donc le prix potentiellement ne pouvait plus baisser. Et c'est plutôt intéressant en fait de l'observer graphiquement parce que le graphique nous dit qu'on ne passera plus en fait en dessous des 15 500 $. C'est ce qu'on pourrait presque en déduire. Malheureusement, on ne le fera que le constater, et le constater lorsque les opportunités seront épuisées. Hein, généralement, c'est quand on fera de nouveaux ATH, etc., qu'on pourra attester noir sur blanc que ici sont les bottoms de marché, tout simplement, puisqu'on relancera éventuellement un nouveau lexique haussier. Ça ne veut pas dire que ça va tenir, hein, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher nos objectifs, ça veut juste dire qu'il y a des profits qui sont pris et qu'il y a suffisamment de liquidité pour maintenir ce cours. Bien que les contrats futurs n'ont pas un impact direct par rapport au prix du spot. Hein, y a une incidence, si vous voulez, il y a une forme d'incidence par rapport à des équilibrages et par rapport à des arbitrages qui sont faits par les market makers et les opérateurs et les brokers de ce marché, ou ce qu'on appelle aussi les faiseurs de ce marché. Vous pouvez appeler ça les mains fortes, les faiseurs de marché, les CZ, tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas un impact direct. Il y a une incidence par rapport à de la volatilité intrinsèque, par rapport à des spreads qui vont être plus ou moins importants entre le prix spot et les contrats futurs perpétuels, mais vous pouvez très bien demain passer un contrat avec votre voisin sur 50 millions de Bitcoin. Exemple, passez avec moi un contrat, moi je pense que Bitcoin va augmenter de 1% perpétuellement dans les 2 prochains jours ou dans les 2 prochaines heures, et vous allez dire donc je pense qu'il va perdre 1% dans les 3 prochaines heures, donc on peut faire un perpétuel ensemble, passer un contrat ensemble, et notre pari c'est sur 50 millions de Bitcoin. Donc les montants seront importants, vous comprenez bien, mais c'est pas impossible de le faire. Bien qu'il n'y ait
techniquement que 21 millions de bitcoins disponibles et qui ne seront jamais minés. D'ailleurs, il y a des nouvelles études qui ont été passées, comme quoi c'est 6 millions de bitcoins qui ne seront probablement jamais retrouvés ou retrouvables, qui sont perdus à jamais, inaccessibles à jamais. On avait les derniers chiffres, c'était 3,4, et là apparemment c'est passé à 6 sur une dernière news que j'ai vu passer, je ne sais plus trop où d'ailleurs, je trouvais ça intéressant de vous le passer. Donc il faut toujours faire attention, et je vous le dis ça, pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous voyez des grosses poches de liquidité ou des grosses poches de long qui sont ici, que le cours doit soit faire ça, soit faire ça, soit faire ça, ça n'a aucune incidence. Pourquoi? Parce que ceux qui sont ici, donc ces gens-là, là, tous ces mecs-là, sont potentiellement ici, d'accord? Vous avez des énormes poches de liquidité sur les 14 000, on les voyait, ces trucs-là. Donc, encore une fois, c'est de l'estimation que nous avons sur nos data. Si on prend The Kingfisher, par exemple, ce sont généralement des estimations. C'est pas réellement 100 millions ou 200 millions de montants, de contrats, etc. qui sont faits, puisque dès que ça baisse, vous pouvez les couper, vous pouvez les arbitrer, vous pouvez les hedger, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dessus. Mais on sait qu'il y avait des grosses positions ici. Et bien, ces grosses positions, c'est celle-ci. Mais quand l'open interest augmente, on sait qu'il y a autant de contrats à l'achat qu'à la vente. Dès lors, si vous commencez à prendre des profits sur vos longues, qu'est-ce qui reste? Hormis des achats forcés au marché futur, donc des vendeurs à découvert, qui ont de plus en plus la tête sous l'eau. Et c'est pour ça qu'on peut avoir en fait des très forts short squeeze, si vous voulez, parce que la balance se déséquilibre. Et les market makers ou les brokers rééquilibrent et parfois de façon assez violente. C'est exactement ce qu'on avait observé ici, tout simplement. Donc ça accentue les hausses ou ça accentue les baisses. Il y a beaucoup de personnes qui longuent ce marché, bien évidemment. J'espère que vous avez bien compris. Généralement, la neutralité ou le consensus qu'on peut trouver par rapport à ce mécanisme-là, à la fois technique, psychologique et mécanique, c'est souvent sur des moyennes mobiles 20 périodes. Voilà, en mensuel. Donc j'utilise ça puisque on a tendance à venir travailler dessus. Et pas qu'un peu, vous voyez qu'on vient vraiment travailler dessus. Je vais juste enlever ça. Mais on est souvent sur cette moyenne mobile, vous voyez, dans des phases de réaccumulation qui sont relativement longues. À partir du principe qu'on peut faire exactement la même chose. On peut vraiment venir travailler sur cette moyenne mobile très longtemps. Et acheter du Bitcoin sous les 28 000 $, on le dit encore, vous êtes toujours en zone de rechargement d'achat long terme, et ils peuvent encore se positionner, et c'est probablement ce qu'ils sont en train de faire. Puisque vous avez des longs qui prennent des profits, donc c'est de la vente au marché directement, et le prix ne vacille que très peu. Voilà, je voulais juste vous parler de tout ça. Je pense que c'était important de remettre un point d'orgue dessus. J'espère que ça vous a aidé, mais ça ne veut clairement pas dire que c'est baissier, c'est même le contraire qu'on arrive à observer. Très important aussi au niveau des open interest, on voit au niveau des prix que ça augmente, c'est plutôt intéressant de l'observer. Les prix augmentent, oui, mais le nombre de bitcoin leveragés diminue. Pourquoi? Parce que le prix s'intensifie au niveau de bitcoin, tout simplement, on est passé à 28 000 $, donc si on prend les open interest en bitcoin par rapport au collatéral de bitcoin, ça diminue. Tout simplement. Donc on peut éventuellement continuer à se déprécier et vous pouvez même prendre des supports et des résistances, 169 000 bitcoins, 61 000 bitcoins. On peut s'amuser à tracer des espèces de courbes un petit peu comme ça partout sur tous les graphiques qu'on peut voir, puisque généralement c'est du Fibonacci et les Fibonacci fonctionnent partout et tout le temps. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez des gros qui sont en train de prendre des longues et prendre des profits de longues, c'est qu'automatiquement en face, il y a des shorts qui sont en train de s'ouvrir également, voire de se clôturer. Et si ça fait monter automatiquement l'open interest, c'est que vous avez autant de vendeurs à découvert que d'acheteurs en levier d'achat, et si les gros prennent des profits sur des liquidations qui sont extrêmement éloignées, ça veut dire que les grosses poches de liquidité qui se trouvent actuellement sous les 15 000, sous les 12 000, sous les 10 000 $, il n'y aura plus rien à y faire, si vous voulez. Ça veut dire qu'elles disparaissent. Mais vous avez toujours un collatéral. Et le collatéral des grosses positions de longue qui se trouvaient sur les 12 000 $ ou les 10 000 $, partez du principe qu'elles sont entre les 40 000 et les 50 000 $. Eh oui, évidemment. Donc on pourrait bien évidemment venir les déloger et rester dans un range, sans pour autant aller faire de nouveaux ATH, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On fait une news qui est extrêmement importante et qui est pour moi un FUD. Ça paraît grave, ça paraît incroyable, ça paraît tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est un FUD et je vais vous expliquer en un instant comment on arrive à débunker un FUD extrêmement rapidement. La Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixi, HSBC, on compte plus, enfin HSBC vous la voyez partout, Société Générale quasiment partout, pour ce type de problématique, visée par des perquisitions dans un scandale de fraude fiscale hors norme. On parle de 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards par an, on verra bien, c'est plusieurs années de travaux,
par rapport au fisc français, me semble-t-il. Je pense que c'est, oui, parquet national financier. Donc je pense que c'est la France qui a lancé une perquisition de très grande ampleur sur des choses qui s'étaient apparemment déjà passées en 2018, sur du Cumcum. Qu'est-ce que c'est le Cumcum? C'est la possibilité d'échapper à l'imposition sur les actifs financiers. Donc vous vendez des actions, vous les rachetez au même prix avec des contrats que vous passez avec vous. Bref, c'est des mécanismes qui concernent plutôt des personnes aisées, voire extrêmement aisées, et qui utilisent ce type je n'ai pas envie de parler vraiment de fraude, puisque ça doit être jugé, donc on peut parler de mécanismes d'exonération ou de réduction fiscale, enfin de passer entre les mailles du filet, qui finalement peut être considéré comme une fraude, et ça c'est le juge bien sûr qui en décidera, mais ça c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui, et généralement quand vous avez des grandes perquisitions, ils sont au courant, ils savent qu'ils vont venir dans la banque, ça fait des gros titres, ça fait peur, est-ce qu'on doit partir de la banque, est-ce que ça va tomber, est-ce que ça va pas tomber? Donc je mets une grosse croix là-dessus, je comprends que ça fasse travailler les émotions, je comprends que ça fasse parler, je comprends ce que ça fasse réagir, est-ce que notre argent est réellement protégé? Techniquement, il est protégé en France jusqu'à 100 000 € par dépôt, je crois que dans les pays frontalier, c'est pas le cas. Je crois qu'en Belgique, c'est pas le cas. En Suisse, c'est peut-être pas, je sais plus. J'ai un doute. On en parle souvent, mais à chaque fois, j'oublie. Je suis désolé par rapport à ça. Amis belges, amis suisses, voire amis canadiens, je sais plus, mais voilà. En France, c'est la garantie des dépôts, c'est jusqu'à 100 000 € par contre, par déposant. Attention, c'est pas par contre. Hein, si vous avez 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 dans 5 banques différentes, c'est 100 000 en réalité. Et on laissera pas tomber les banques. Hein, on fait, de toute manière, l'Europe fait exactement ce que fait les Américains. Les Américains sauvent toutes les banques une par une, de la plus petite jusqu'à la plus grosse, partez du principe que la Banque Centrale Européenne et les banques nationales sauveront toutes les banques une par une à apporter de la liquidité, puisque elles se sont convaincues que c'était de leur faute, bien évidemment, qu'il y avait des vrais problèmes au niveau de la liquidité. C'est normal. Quand vous avez de l'argent gratuit, en fait, votre seule obsession, c'est de le faire travailler. Vous avez des obligations aux États-Unis, et même en Europe, avec BAL 1, BAL 2, BAL 3, de prendre des obligations. Des bons du Trésor, des obligations souveraines, etc. Donc les banques européennes, banques américaines ont obligé les banques à acheter des obligations d'État pour pouvoir couvrir leurs risques. Quand vous augmentez les taux, vous creusez au niveau de vos bons qui perdent de la valorisation sur le marché secondaire. Donc comme ils comprennent que c'est de leur faute où il y a des problèmes de liquidité, puisque si vous commencez à déboucler de façon massive beaucoup d'obligations, ça fait faire tout simplement chuter les marchés et ça peut faire des appels de marge assez fortes, tout simplement. Donc pour éviter les appels de marge sur les actions et sur les marchés financiers, automatiquement les banques centrales injectent des liquidités. Généralement, on dit que c'est de la planche à billets, mais c'est pas vrai, hein. C'est pas des billets, des banques, etc. C'est juste des prêts qui sont consentis pour apporter de la liquidité, pour apporter tout simplement du mouvement dans le système financier, pour le fluidifier. L'argent liquide, mais c'est des faux amis, hein. Bien qu'on peut imaginer que l'argent soit comme un océan, si vous voulez, un océan de billets, et plus il y a de billets, vous avez l'impression de loin que c'est de l'eau ou du sable qui navigue et qui bouge, tout simplement. Donc je pense qu'il faut être vraiment très clair par rapport à ça. Donc c'est pas des pratiques qui sont nouvelles, ils vont se prendre encore des amendes de plusieurs milliards, ça va se réduire à quoi en réalité? Je vous dis exactement ce que ça va avoir comme conséquence. Financièrement, il n'y aura aucune conséquence. D'un point de vue sismique, je pense qu'il n'y aura aucune conséquence. D'un point de vue ingérence des banques centrales, il y aura de toute manière toujours de l'ingérence. Mais au niveau des conséquences, ça va être surtout le consommateur qui va prendre. Pourquoi? Parce que pour payer les amendes, généralement les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent leur prix. Elles sanctionnent les actionnaires en baissant les dividendes et en décrochant moins de bons sur les dividendes, donc une cote-part sur les actions, donc moins de bénéfices. Donc l'action des bancaires tend à se déprécier parce que moins de dividendes. Et toujours la même chose, des licenciements. Voilà, généralement c'est les trois choses qui se passent, c'est on augmente les prix, donc vous allez, au lieu de prendre 20 € de frais bancaires par mois ou 5 € ou 10 €, vous allez prendre 12,50 €, nouvelles conditions générales de vente à la SHBC et puis à la Société Générale, les prix ont changé, les prix évoluent, c'est plus cher, c'est juste pour payer les amendes, c'est comme ça que ça fait, et on continue à nous ponctionner, à nous gratouiller ou grignoter du pouvoir d'achat, c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà pour ça, reprenez les enveloppes de frais bancaires d'il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui, ce ne sont clairement pas les mêmes. Surtout qu'à l'époque, on nous payait pour gérer nos comptes. Aujourd'hui, on paye pour qu'ils gèrent nos comptes. Okay. Mais on achète directement la sécurité. J'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. J'aimerais juste revenir sur quelques échanges qu'on a eu sur le Discord qui sont extrêmement intéressants par rapport à tout ce fiasco bancaire qu'on est en train de voir. D'ailleurs, je vous le dis et je vous le remontre, vous mettez GLE, est-ce qu'il y a un réel impact ou incidence par rapport au marché? Vous regardez ça, l'action perd 1%. Donc quand vous avez une perquisition de 200 personnes dans votre siège social,
bah, généralement, ça fait peut-être peur. Hein. Et bah, là, ça fait peur personne, puisqu'en fait, ils sont en train tout simplement de subir le risque systémique par rapport à la faillite ou aux difficultés de Crédit Suisse sauvées par l'État suisse ou de toutes ces banques systémiques qui sont un petit peu dans l'œil du cyclone actuellement. Donc on a eu notre lot de calvaire et de signes noirs. Bah, les bancaires ont les leurs, pardon, et bah moins 1%. Super. Donc on peut quand même BNP qui est aussi concerné, on y va. BNP, ok. BNP plus 0,35. C'est super. Toujours dans son petit range. Il travaille la moyenne mobile 20 périodes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc si vous avez le moindre doute, regardez les graphiques. Hein, si vous voyez moins 29%, bah là, vous pouvez dire que le risque est réel. S'il y a marqué plus 0,35%, ça veut dire, peut-être maladroitement, mais que ça a déjà été pris en compte par le marché. Ça veut dire quoi, déjà pris en compte par le marché? Ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Et généralement, quand il y a des perquis, ils sont au courant de ce qui allait se passer, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Je ne sais pas si je peux me faire strike la vidéo en disant ça, mais je pense que vous serez pas très éloigné de ma réflexion. Personnellement, ça se passe toujours comme ça. Ils étaient déjà tous prévenus et ça fait juste couler un petit peu d'encre. Mais personnellement, pas d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que j'ai tous mes œufs dans mon panier. Je le dis, je le répète, j'ai plusieurs banques en France et de différents groupes bancaires. C'est juste pour avoir une flexibilité, une liberté de mouvement. Voilà. C'est quand on est jeune et qu'on a une carte et que ça fait paiement refusé parce que vous avez de l'argent sur votre compte mais que vous avez dépassé votre plafond et que c'est dimanche soir et que c'est compliqué, et bah c'est comme ça. Hein, donc j'ai plusieurs comptes, plusieurs cartes et il y en a toujours une sur les 5 qui est censée fonctionner. En tout cas, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Mais c'est juste une façon de travailler, une façon pas forcément de se sécuriser, c'est le tout en fait. C'est un ensemble de choses et je vous recommande de le faire. Hein. Même par exemple, prendre une petite carte crypto. Je sais pas si vous êtes sur Binance, Bybit va lancer sa carte crypto, Swissborg aussi lance sa carte crypto. Bah, prenez une petite carte, ou crypto.com là depuis très longtemps. Prenez une petite carte crypto, même si vous l'utilisez jamais et qu'il faudra payer potentiellement l'impôt sur une transaction si c'est pas directement en euros, etc. Mais c'est pas grave, au moins vous avez le petit truc que si jamais vous avez un souci, bah, ça peut bien évidemment fonctionner, tout simplement, que ce soit Visa ou Mastercard. Hein, jamais tous nos œufs dans notre panier, ne soyons pas pieds et poings liés, parce qu'avoir une seule banque avec tous nos comptes dedans, et bah, c'est comme si vous aviez des menottes au poignet. Je finis juste sur quelque chose de très important par rapport à tout ce fiasco, parce qu'on peut penser, naturellement, que Bitcoin sera notre salut, que Bitcoin sera notre sauveur, etc. Je le dis, je le répète, je le dis souvent dans les lives des rois du Bitcoin, par rapport à ce qu'on attend demain. Donc ce qu'on attend demain, je vous le dis, je vous le redis, c'est d'aller chercher les plus hauts sommets. Donc Bitcoin à $1 million, si vous voulez, Bitcoin à 350 000 $, chacun son objectif, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. Je commencerai à reprendre des profits sur Bitcoin, pas avec des grosses positions, mais personnellement, à partir des 130 000 $, 140 000 $. Voilà, comme ça, vous avez un objectif cible, plus ou moins court terme, donc ça veut dire d'ici à 3 ans à peu près, hein. Grosso modo, sur les 120, 130, 140 000 $ à peu près, je commencerai à prendre des TP. Et ça va aller jusqu'à 700 000 $ à peu près. Et puis après, j'attendrai des nouveaux cycles, bien évidemment. Mais ce grand cycle d'adoption, ça veut dire qu'on va rentrer probablement dans un grand cycle d'adoption. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est même pas au début de ce grand cycle d'adoption. Pourquoi? Parce que quand on commence à regarder au niveau des projets, des validateurs, pour faire du mining, c'est vite très compliqué. Donc vous avez compris que c'était pas pour monsieur et madame tout le monde. Même nous, avec un N majuscule, et moi le premier, des fois quand je commence à mettre la tronche dans les wallets, dans les machins, dans les validateurs, dans les à droite, à gauche, parce que vous en avez de plus en plus qui commencent à monter des blockchains et qui demandent des liquidités pour créer des validateurs, c'est très peu cher au début, mais ça devient très très cher après, et ben c'est pas évident et on a l'impression qu'on est obligé d'aller là-dedans. Non, on n'est pas du tout obligé d'aller là-dedans, on peut accompagner et suivre de loin ces évolutions de marché et essayer de dénicher, que ce soit par rapport à de la hype, par rapport à de l'intérêt, par rapport à de la connaissance, par rapport aux fondateurs. Donc ça, c'est toute une analyse fondamentale. Mais toutes nos analyses fondamentales, et je suis en train d'ailleurs de travailler actuellement sur un papier sur de l'analyse fondamentale, il faut absolument accentuer sur l'utilité future dans la vie quotidienne. Voilà. Les grands gagnants de demain, ce seront les applications, les applicatifs et l'utilisation de ces technologies dans la vie quotidienne. En quoi est-ce une opportunité pour la planète, cette blockchain, cette crypto, ce projet, ce machin? Si vous avez le concurrent direct de Netflix directement en technologie blockchain et que finalement c'est juste une crypto qui n'a pas vraiment de sens, juste un utility token ou un jeton de gouvernance, mais finalement vous vous apercevez que tout est centralisé sur un énorme big data et que vous avez que 5 validateurs et les 5 validateurs ils étaient au début du projet et c'est plutôt les fondateurs, bah vous partez du principe qu'il n'y a pas beaucoup de décentralisation. Donc les plus utilisés, là où il y a le plus de sens pour les applicatifs futurs et les plus décentralisés. C'est là-dedans qu'on va devoir aller.
Ça, c'est super important. Mais pourquoi aujourd'hui on ne les voit pas? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette effervescence sur Bitcoin alors qu'il y a un effondrement monétaire, etc. C'est toujours la même chose. Vous avez, c'est toujours, on parle du dilemme des blockchains, donc la scalabilité, la gouvernance et l'efficacité ou la sécurité, pardon, l'efficacité, sécurité, gouvernance, scalabilité. Donc monter à la mise, ce qu'on appelle la mise à l'échelle, et psychologiquement, parce que j'aime beaucoup faire de la psychologie dans les rois du Bitcoin, c'est très, en fait, il y a aussi le trilemme, si vous voulez, de l'esprit humain. Et c'est toujours la même chose quand vous vous intéressez à quelque chose qui peut pour vous potentiellement ressembler à ce qu'on appelle une opportunité. Vous avez la peur, le risque si vous voulez, vous avez l'opportunité et vous avez la motivation. Et il faut toujours que l'opportunité soit supérieure au risque et la motivation suffisante pour pouvoir déclencher l'achat ou déclencher l'action, si vous voulez. Je vais prendre un exemple pour Bitcoin. Il est joli, il est tout plein, ça fait 13 ans qu'il existe, 14 ans qu'il existe, il a fêté son anniversaire récemment. Le risque, donc l'opportunité, c'est Bitcoin en tant que tel. Le risque, il est très élevé, si vous voulez. Et la motivation, pour la plupart d'entre nous, on va pas se mentir, c'est l'argent. C'est l'argent. Maintenant, vous avez les actions. C'est à peu près la même chose. Les actions, le risque est relativement élevé, mais pas plus élevé que les technologies blockchain, mais relativement élevé. Et la motivation d'avoir des actions, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent. On va pas se mentir. Après, vous avez aussi des obligations, et les obligations, que ce soit des obligations souveraines ou des obligations d'entreprise, le risque est plutôt faible, voire modéré, mais plutôt faible. Et la motivation, c'est pas l'argent, c'est le rendement. Et c'est pour ça qu'en fait, les obligations sont plutôt appréciées des fonds monétaires, des fonds souverains, des grosses entreprises ou ce qu'on appelle des institutionnels type AXA, type bancaire, type tout ce que vous voulez, la grosse smart money qui gère nos assurances vie, qui gère nos fonds de pension, nos fonds retraite, etc., qui font travailler notre argent et qui les placent généralement à des grandes quantités dans des obligations et souvent aussi dans des fonds euros, bien évidemment, ou des fonds monétaires ou des fonds, ce qu'on appelle indiciels. Vous avez aussi d'autres classes d'actifs. Je ne vais pas parler de commodities, parce que commodities, c'est un petit peu comme les actions, parce que c'est très cyclique, il y a une espèce de mouvance sur les actions baissent, les commodities remontent et les actions remontent, et puis vous avez compris un peu l'idée. Vous avez l'immobilier. L'immobilier, ça touche tout le monde. Le risque est relativement faible. La motivation, qu'est-ce que c'est? Motivation de l'immobilier. Pas l'argent. C'est pas le rendement, sauf si vous faites de l'investissement locatif ou du business. C'est la sécurité. La motivation de l'immobilier, en premier lieu, c'est la sécurité. Vous avez une autre chose, c'est tout ce qui est fonds euros. Fonds euros, vous pouvez même considérer ça comme votre caisse d'épargne. Vous pouvez très bien considérer ça comme votre livret écureuil. Ou vous pouvez considérer ça comme vos stablecoins, par exemple. On peut aussi considérer ça comme les stablecoins. Le risque est relativement faible. Et la motivation, c'est également la sécurité. Donc, fonds euros, écureuil, immobilier, c'est la sécurité. Et vous avez une classe d'actifs qui est souvent perçu comme une forme de réserve de valeur, si vous voulez, qui s'appelle l'or. Ok. L'or, le risque est relativement faible. On dit que c'est le garant un petit peu des fluctuations, des crises. Voilà, le garant des crises, si vous voulez. Mais c'est quoi la motivation du gold? Qui concerne potentiellement tout le monde. Je parle aussi de l'or physique. Vous pouvez très bien aussi prendre des ETF, bien évidemment, une CFD. Mais c'est la peur. La motivation de l'or, c'est la peur. Pourquoi vous achetez l'or? Parce que vous avez peur. Donc vous comprenez bien que, avant de faire passer le gold dans Bitcoin, par rapport à cette idée-là, par rapport à cet inconscient-là, dans l'esprit et dans la psychologie humaine, il faut que Bitcoin devienne un risque faible et que la motivation ne soit pas l'argent, mais la peur. Eh oui, évidemment. Et actuellement, on voit que le marché ne fait strictement rien. Donc l'or a bien performé, Bitcoin a bien performé, sous une forme de pas forcément une révolution préprogrammée, c'est pas vraiment ça. Les indices ont vacillé, ils sont relativement revenus sur leur neutralité, on avait d'ailleurs dessiné ça ensemble. La monnaie continue un petit peu à se déprécier, l'apport de liquidité fait un petit peu peur, et puis le dollar, on est une forme de dédollarisation au niveau mondial actuellement. Alors c'est pas nouveau, ça a commencé depuis une vingtaine d'années maintenant, au niveau de la dédollarisation du monde, et je vous rappelle qu'il y a une centaine d'années, c'était pas le dollar, qui était la monnaie reine à près de 90% dans les échanges monétaires mondiaux. Il y a une centaine d'années, c'était la livre sterling. C'était la livre sterling. Donc les Anglais étaient rayonnaient bien plus que les Américains il y a bien évidemment une centaine d'années. Tout vient de l'Angleterre, bien évidemment. Le franc
avaient essayé aussi de performer, mais ils avaient... C'est rigolé parce que je pense que les Français ont vu un petit peu les Amériques comme un petit peu le Bitcoin. Non, c'est de l'arnaque, il n'y a rien, il n'y a que des Indiens, c'est stérile. Les Anglais ont pensé différemment, les Espagnols ont pensé différemment, et ben les Anglais ont gagné. Ils partaient du principe qu'à un moment donné, si la France avait fait exactement ce que l'Angleterre avait fait aux États-Unis, la langue mondiale serait le français. Intéressant, hein, mais bon, on a loupé le coche. Bon, peut-être que j'espère qu'on ne loupera pas Bitcoin entre guillemets par rapport à tout ça. Mais voilà, juste pour vous remettre, si vous voulez, dans cette mécanique-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Bitcoin touche qui? C'est ça en fait qu'il faut regarder. Quelle est la cible aujourd'hui de Bitcoin? Généralement, ce sont les modestes et les riches. Les modestes et les riches. J'ai pas envie de dire les plus modestes ou on peut presque parler des pauvres parce qu'aujourd'hui, on comprend que les pays d'Afrique sont les premiers bénéficiaires de Bitcoin et de ces technologies-là. Le Salvador, comment ça s'appelle? Il y a aussi l'Argentine également. Enfin, il y en a plein d'autres. Le Venezuela, par exemple, d'autres soucis par rapport aux ressources vis-à-vis de la dédollarisation, mais ce sera beaucoup plus compliqué pour eux. Mais vous avez compris un petit peu l'idée que Bitcoin, c'est plutôt pour les modestes ou pour les pauvres, plus modestes, et nous, pareil, hein, ou pour les riches. Vous avez compris que les actions, c'était plutôt pour les aisés, les riches, voire les ultra-riches. L'or, c'est pour tout le monde, mais surtout pour les ultra-riches. Pourquoi surtout pour les ultra-riches? Parce que vous ne gagnez pas d'argent dans l'or. L'or n'est pas une motivation de gagner de l'argent. L'or, c'est pour pouvoir conserver sa valeur. C'est donc une réserve de valeur. Donc, il est considéré dès lors comme une assurance, les fameux 5% au niveau du gold, mais c'est plutôt dédié aux institutionnels, bien évidemment. Vous avez peut-être un petit peu d'or si vous avez des assurances vie ou des choses comme ça, mais c'est surtout pour les ultra-riches, et notamment pour les pays et pour les gouvernements. C'est pour ça qu'on dit que l'or est extrêmement manipulé, en tout cas le cours de l'or est extrêmement manipulé. Obligations, c'est pareil, ce sont surtout pour les institutionnels, etc. Donc vous avez compris un petit peu le mécanisme, l'immobilier pour tout le monde, et vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir. Notre objectif à nous, pour que Bitcoin puisse se révéler, il ne faut pas forcément un cataclysme financier, c'est pas vrai. Il faut juste une acceptation et une dédramatisation au niveau de ses possibilités. Il faut pas penser que Bitcoin va sauver notre système monétaire. C'est pas vrai. Il le fera avec ou il le fera tout simplement pas. C'est ça que je veux vous dire. Bien que Bitcoin ne disparaîtra pas. Mais il faut que Bitcoin devienne une alternative crédible en tant que réserve de valeur que l'or. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement donner un narratif, qui d'ailleurs s'est très vite échoué. On en parlait il y a quelques temps encore dans les rois du Bitcoin, et on ne comprend peut-être pas pourquoi ça continue à latéraliser, parce qu'aujourd'hui, le risque est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le gold ou dans les métaux précieux. Vous avez l'argent aussi qui a plutôt bien reperformé, ou le palladium aussi qui a plutôt bien reperformé. J'avais vraiment envie de vous partager ça, puisque si aujourd'hui on a peur, malheureusement, c'est pas dans Bitcoin qu'on va, c'est plutôt dans les métaux, et plutôt dans les métaux physiques, or, argent, etc. Et surtout, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, dans les fonds monétaires et dans les fonds indiciels, et notamment, donc indices comme les fonds indiciels, c'est S&P 500, Nasdaq ou 440 par exemple. Donc quand on a peur, on peut aussi aller là-dedans, puisque on sait à peu près que pendant toutes les crises, c'est relativement rentable dans le temps, et dans la monnaie. Hein, vous voyez que l'euro reprend un petit peu des couleurs, parce que Christine Lagarde remonte de 0,50 points, mais Powell, il arrive sur le plateau, voire une décroissance, donc on peut éventuellement revoir des objectifs plus haussiers au niveau de l'indice de la devise euro par rapport au dollar ou par rapport à d'autres monnaies. Et puis, c'est comme ça que le monde avancera, tout simplement. Mais il faut réellement du temps. Par contre, dans tout ce que je viens de vous dire, je vous ai à aucun moment parlé de crypto. Et crypto, il faut juste le regarder comme ça. Si la rupture technologique a lieu, les cryptos, vous les regarderez. Je vais passer en mensuel, on avait déjà fait cet exercice-là, je ne voulais pas forcément venir ici. Il faut revenir dans les années... oui, ça c'est une représentation au niveau de l'indice du Nasdaq, mais on peut revenir là. Voilà, allez, ici on est peut-être en 2002, on a vu la bulle 2017, donc vous mettez 5 ans de plus, là j'en sais rien, voilà, par là. Voilà, on est actuellement là-dedans. Donc ce qui nous attend sur les cryptos, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une vraie adoption. Ça, c'est l'émergence des nouvelles technologies. Ça, c'est l'ère Internet, l'ère du digital. Et vous verrez la même chose. Vous faites un copier-coller de ça sur le crypto total. Vous aurez plein de cryptos qui vont disparaître, comme beaucoup de boîtes technologiques qui ont fait faillite depuis très longtemps maintenant. Hein, on n'en parle plus, mais elles étaient cotées au Nasdaq. Hein, soyez complètement convaincus par rapport à ça. Et c'est à peu près à ça que devrait ressembler
un indice crypto. Voilà. Et puis après, on se retrouve, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est pas une bulle? À vous de juger, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Mais je voulais vraiment vous remettre dans cette logique-là, qui est encore une fois très personnelle, mais finalement qui se constate. Donc il faut vraiment le comprendre. Quand on parle de l'émergence d'une adoption de masse, je le dis et je le rappelle, les opportunités se créent dans le déni. Et aujourd'hui, les technologies blockchain, comme l'intelligence artificielle, mais qui a fait un pied de nez, si vous voulez, en ayant pénétré avec ChatGPT le public très rapidement. Ça, je pense que c'est vraiment des coups de génie, mais il y a aussi son lot de désagréments. Hein. C'est bien évidemment pas tout rose, c'est toujours la même chose. Mais il faut vraiment du temps pour accepter, pour pouvoir l'utiliser sans même, encore une fois, qu'on s'en rend compte. Et aujourd'hui, si vous voulez regarder à quoi ressemble pour le commun des mortels, quand on parle d'une crypto-monnaie, ben en fait, vous voyez plutôt ceci. Voilà, c'est à peu près ce que vous voyez. Actuellement, vous voyez ça. Voilà, ça, c'est une crypto pour une personne qui ne comprend pas la crypto. Mais rappelez-vous que dans les années 90, tous les informaticiens parlaient comme ça. Ça donne pas envie de venir, quand même. Vous comprenez? Et ben c'est ça, en fait, la blockchain. Donc, quand vous regardez un livre blanc, ben, ça ressemble à peu près à ça, et c'est pas très sexy. Donc, on comprend pas, et généralement, ce que l'être humain ne comprend pas, ben, il en a peur, tout simplement. Et c'est quand il y aura beaucoup de personnes qui seront dedans, et qui expliqueront, c'est génial. J'ai envoyé hier 1000 USDT à mon cousin qui est aux États-Unis. Incroyable. Avant-hier, dimanche. On a rigolé. C'est incroyable. J'ai envoyé de l'argent à l'autre bout du monde un dimanche en 7 minutes, 1000 $. Voilà, ça c'est l'avenir. J'ai pas besoin d'appeler ma banque, j'ai pas besoin de dire pourquoi j'envoie cet argent-là. Vous avez compris un peu l'histoire. Voilà. J'espère que je vous ai aidé.